Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je reçois aujourd'hui Ilyes Talbi, cofondateur de la startup SenseAI et auteur de la revue IA. Nous sommes d'abord revenus sur son parcours. Il a fait des choix à la fois classiques et surprenants pendant son parcours. Il a notamment choisi de faire des missions en freelance plutôt qu'une alternance au cours de son cursus à l'ISUP. Étant aussi convaincu que tout est une question de contact humain et que l'aspect technique de la data science oublie parfois l'humain, il a choisi de suivre des cours de négociation et de management à l'ESSEC. Comme il n'est pas toujours facile de bien comprendre ce qu'est réellement l'IA en lisant les articles sur le sujet dans les médias, nous avons tenté de rétablir la vérité sur le sujet en abordant notamment des questions techniques, d'éthique et d'écologie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Ilyes Talbi. Bonne écoute! Bonjour Ilyes et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Lorraine, merci beaucoup pour ton invitation. Donc je m'appelle Ilyes Talbi, j'ai 24 ans, je suis data scientist de formation. On va parler un petit peu de mon parcours. J'ai fait pas mal de mathématiques, c'est pour ça que je suis ici. Je suis passionné de tout ce qui est intelligence artificielle, data science. Et voilà, je serais ravi de vous parler un peu de tout ce que j'ai fait. Et du coup, pour en revenir à ton parcours, comme tu as dit qu'on allait en parler, est-ce que tu peux nous préciser un peu ton parcours ? Ouais, alors super classique au départ, et ensuite un peu plus atypique. J'ai commencé par un bac S. Je l'ai eu en 2015. Ensuite, j'ai fait une classe prépa, 2 années de MPSI, MP, donc maths physique, super théorique, et que ça. Ensuite, je suis parti, j'ai intégré l'Institut statistique de l'Université de Paris sur concours. Donc, c'est un institut qui forme à l'actuariat et la data science. Et j'ai suivi un double diplôme avec Sorbonne Université en mathématiques appliquées. Et donc j'ai un master de mathématiques appliquées de Sorbonne Université. C'est ex-UPMC, mais ils ont changé le nom. Et je suis passé par l'ESSEC Business School pour apprendre un petit peu plus de choses sur l'aspect business, un petit peu marketing, tout ça, enfin les choses qu'on maîtrise moins souvent les théoriciens. Et ensuite, j'ai travaillé à l'INSEP, j'ai fait mon stage là-bas avec l'équipe de France de boxe. Et j'ai continué un petit peu avec eux à travailler sur des problématiques liées à la vision par ordinateur pour l'analyse de performance. Et aujourd'hui, j'ai lancé ma start-up. Donc, on est dans l'incubateur de l'école polytechnique. Mais pareil, on aura l'occasion d'en reparler au fil de ce podcast. Super. Du coup, oui, un parcours assez classique au début et puis qui devient un petit peu moins classique par la fin. Et on va dire, pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier les mathématiques à la base ? En fait, c'est une réflexion enfin, qui vient du cerveau pour le coup. C'est pas du tout, c'est pas le cœur qui m'a qui m'a orienté vers ça. Mais j'ai appris à aimer les mathématiques au fil de mes études. Mais au début, c'est vraiment que je savais pas quoi faire. Mais par contre, j'avais l'intuition de me dire que quelles que soient les avancées futures, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les nouvelles technologies qui vont m'exciter dans 5 à 10 ans, à chaque fois, ça sera un truc qui sera pas si loin que ça des mathématiques et de l'informatique aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, je me concentre sur ça. Je fais des maths, je fais de l'algorithmique. Et ensuite, je vais trouver ma voie. Je vais trouver le truc qui me plaît. Et au final, j'ai eu raison, parce qu'en fait, quand j'ai eu mon bac en 2015, on parlait pas vraiment de data science, tout ça. Il y avait sûrement des data scientists, mais c'était pas un métier qui était connu du grand public. Donc, j'aurais jamais pu savoir dans ma tête, tiens, je vais être data scientist. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un parcours le plus généraliste et théorique possible pour pouvoir se spécialiser ensuite. Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on a les outils mathématiques et informatiques, on peut les adapter à n'importe quel domaine. Ok, donc en fait, tu t'es dit, tiens, les mathématiques et l'informatique, il y a l'air d'avoir des choses à faire avec, il y a l'air d'avoir de l'avenir, je me lance dedans.
Mais à quel moment t'as découvert le métier de data scientist? Je l'ai découvert à la fin de mes années classe prépa. Et donc, j'avais un grand rêve que j'ai pas réussi à, à réaliser. C'était que je voulais intégrer l'ENSAE. Donc, c'est une école sur le campus de Polytechnique qui est spécialisée dans la data et dans les stats, en fait, en général. Et donc, j'ai travaillé à fond pour y être, tout ça. Et j'ai raté l'admission à cause de la chimie. Parce que ça fait partie du concours Minpon. Et donc, dans le concours Minpon, il y a des épreuves de chimie et j'ai complètement raté l'épreuve de chimie. J'ai même pas été admissible, en fait. J'ai même pas pu aller à l'oral. Donc, rêve brisé. Et du coup, je me suis rabattu sur l'ISUP, qui était une école sur l'aspect mathématique, en tout cas, qui était aussi, tout aussi intéressante que l'ENSAE. Surtout que c'était à Paris, donc une situation beaucoup plus intéressante, quoi. C'est au plein cœur du 5e arrondissement. Et au final, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu et j'ai oublié un peu mon, mon rêve, quoi, mon rêve brisé. Et donc, tout s'est bien passé à l'ISUP. L'ISUP est surtout connu pour sa filière actuariat, comme je disais. Mais moi, j'ai préféré me rabattre vers la data science. Oui, ce que j'allais te demander, parce que c'est vrai que l'ISUP, moi, je le connais comme un institut de formation des actuaires, mais je savais pas du tout qu'on pouvait y faire aussi de la data science. Donc pourquoi, quand t'as intégré l'ISUP, t'as choisi de t'orienter plutôt vers la data science et pas vers l'actuariat, on va dire, qui est la voie la plus, on va dire, logique? La réflexion en fait que je me suis fait, c'est que aujourd'hui j'ai envie de faire des stats, donc limite le domaine d'application c'est pas vraiment ce qui est le plus important. J'aurais pu faire des stats dans la finance, donc ça c'est l'actuariat, mais je me suis dit que finalement la data science c'était les mêmes outils statistiques, mathématiques, des outils d'algo, mais que je pouvais répliquer à un nombre de domaines infini. Donc dans l'automobile, dans le sport, dans l'industrie, dans le médical. Et ça m'a attiré. Je me suis dit, bon, au pire, si dans 5 ans j'ai envie de changer, bah, je change de domaine et j'ai l'impression de changer de métier. Alors que finalement, les outils sont exactement les mêmes. Alors que l'actuariat, j'avais cette vision qui est un peu, enfin, c'est un métier assez répétitif, quoi. Enfin, pendant la carrière, on peut faire les 5 premières années de l'actuariat vie, et ensuite, quand on change, bah, on fait de l'actuariat non vie, quoi. Mais sinon, ça reste de l'assurance, ça reste le monde de la finance, tout ça, et donc c'était pas un truc qui m'intéressait, mais bon. Je sais que financièrement, ça aurait été plus intéressant. Après, j'ai fait mon choix. Je me suis dit que bon, je pouvais gagner de l'argent quand même en étant data scientist, donc ça ira. Oui, ça va, en data scientist, c'est pas le pire non plus, la pire situation. Mais c'est vrai qu'on peut quand même appliquer la data science. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de domaines. Je pense quasiment tous les domaines où il y a des données, il y a potentiellement de la data science. Alors c'est vrai que l'actuariat, c'est peut-être plus axé sur les banques ou des assurances. Enfin, moi, de ce que j'en comprends. Après, je suis pas spécialiste en actuariat, mais voilà. Et tu m'as dit que tu avais fait une formation donc à l'ESSEC, en plus de ta formation à l'ISUP. Pourquoi tu as choisi de te former en management pour faire de la data science, par exemple? Ouais, alors c'était pas vraiment pour faire de la data science, c'est que je suis quelqu'un, enfin, en tout cas, j'espère être quelqu'un d'assez entrepreneur. J'aime bien créer des choses, avoir de l'impact, tout ça. Et je me suis dit que bon là, enfin, sur l'aspect théorique, ça suffira pas en fait. Et donc j'avais besoin de compléter un petit peu ma formation. Après, c'était pas grand-chose quand on suivait des cours à l'ESSEC. C'est un partenariat en fait entre l'ESSEC et l'ISUP qui permet aux étudiants de l'ESSEC d'avoir le titre d'actuaire et qui permet aux étudiants de l'ISUP du coup de suivre quelques cours à l'ESSEC. Donc je me suis dit vas-y, je vais y aller. Ça coûtait pas grand-chose. Enfin, ça coûtait quand même le fait d'avoir 2 heures de trajet le matin. J'habitais à Aulnay-sous-Bois, l'ESSEC est à Cergy, donc je prenais à peu près 2 heures pour y aller, 2 heures le matin et ensuite 2 heures pour rentrer à la fin de la journée. Mais en soi, c'était un sacrifice qui a payé finalement parce que j'ai rencontré pas mal de gens intéressants, tout un mindset différent, un écosystème différent et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc je suis super content. J'ai appris, j'ai appris. J'ai suivi des cours, en tout cas, de management, de leadership et de négociation. Et donc ça m'a, comme j'ai dit dans un précédent podcast, c'était surtout
pour prendre conscience de mon ignorance de ces sujets-là, quoi. Parce que souvent, en fait, c'est intéressant, mais les gens du business ou les gens du design ou les gens qui sont pas forcément techniques, ils ont conscience du fait qu'ils n'arriveront pas à faire des choses mathématiques ou des choses de développement ou quoi, des choses techniques. Mais le contraire est pas forcément vrai. C'est que les gens qui sont un peu plus techniques comme nous, on a toujours l'impression d'être capable de faire ce que les autres font, donc de faire du design, de faire du business, tout ça. Et donc, c'est bien de s'ouvrir un petit peu, de regarder à quoi les autres métiers ressemblent, au moins pour être conscient qu'en fait non, on sait pas faire. Et je discutais avec c'était une personne qui a travaillé pendant à peu près 20 ans à Renault et qui travaillait à l'interface entre les designers et les techniciens. Et il me disait que c'était un enfer parce que les techniciens, ils comprenaient jamais pourquoi, c'était quoi le travail qu'il y avait, qui était vraiment, qui apportait vraiment de la valeur du côté design. Et donc, le fait de les faire travailler ensemble, c'est vraiment horrible, en fait, parce que, parce qu'ils doivent se coordonner pour que le produit final soit cohérent et corresponde aux attentes de l'utilisateur. Mais au final, ils y arrivaient pas parce que tu avais d'un côté des gens qui comprenaient pourquoi les autres étaient utiles, mais de l'autre, des gens qui comprenaient pas pourquoi il y avait l'autre équipe en face qui travaillait. Et c'est d'autant plus frustrant qu'en fait, dans ces métiers de design, de business, tout ça, quand un travail est bien fait, en fait, on ne voit pas. Quand une application pour un UX designer, par exemple, quand une application est bien designée et que tous les boutons sont à la bonne place et que les couleurs sont bien choisies, etc., on ne voit pas en fait qu'il y a eu un travail. C'est tellement évident qu'on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et pour eux, forcément, c'est un peu frustrant de gérer ça. Et donc moi, ça m'a permis de savoir qu'il y avait peut-être un bon millier de métiers sur lesquels je suis vraiment nul. En vrai, ça m'étonne pas trop ce que tu dis, parce que c'est vrai que, enfin, pour parler en termes de mathématiques, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, même en tout ce qui est management, négociation et marketing. Mais, en fait, je le vois à travers, on va dire, les gens qui font des maths. C'est vrai que c'est pas forcément leur domaine. Mais après, c'est vrai que, en fait, il y a beaucoup de gens, on va dire, qui vont considérer ça comme inutile, par exemple. Si c'est juste pour parler du marketing, ils vont se dire que c'est quelque chose d'inutile. Donc c'est pour ça qu'ils comprennent pas toujours l'intérêt. Mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas du tout fait dans nos études. On va dire, nous, on n'a pas du tout été sensibilisés à ce genre de choses, quoi. On a fait des choses très techniques. On est un peu dans le technique et tout, mais on voit pas forcément le reste. Du coup, c'est vrai que des fois, je pense que ça peut peut-être apporter quelque chose. En tout cas, au moins une ouverture d'esprit, je dirais. Exactement, c'est exactement ce que ça apporte, une ouverture d'esprit, un peu plus de culture aussi. Et en fait, on se rend compte que la vie, en fait, c'est surtout une histoire d'émotion. Et donc, les mathématiques et l'aspect technique ne nous apprennent pas ces sujets-là. Alors que le marketing, le business, quand on doit gérer des humains, quand on doit convaincre des humains, bah là, ça nous apprend des choses de la vie de tous les jours, finalement. Et c'est aussi peut-être un petit peu pour ça que les gens, souvent, qui font du business, arrivent à être aussi bien payés que des gens qui font de la technique, quoi. Ou peut-être mieux parfois parce qu'ils savent se vendre, ils savent convaincre, ils ont compris que la vie c'était quelque chose d'émotionnel en fait, c'est des relations humaines en fait, et dans les métiers un peu plus techniques parfois on l'oublie un petit peu ça. On a l'impression que l'objectif c'est vraiment que la techno soit la meilleure possible, mais en fait non, il y a pas que ça. C'est vrai que dans tous les métiers techniques ou même mathématiques, l'aspect humain, il est moins important, je dirais. Parce que, en fait, nous, on gère pas des humains, on va faire des choses techniques, très bien, mais il n'y a pas trop un aspect humain, à part si, peut-être, on communique quand même avec les gens, mais c'est pas du tout pareil, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de choses, je pense, de principe même, on va dire, peut-être pas de règles, mais la psychologie à prendre en compte, je pense plus que moi, en tout cas, quand on fait de la data, on va pas trop prendre en compte un aspect psychologique ou ce genre de choses. Alors qu'en soi, ça peut jouer. Mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais, en fait. En fait, c'est des choses qu'on voit pas trop. C'est peut-être pour ça aussi qu'on pense qu'elles sont utiles, parce que les choses qu'on voit pas, on peut pas dire qu'elles sont bien, vu qu'on a l'impression que c'est évident, donc forcément, c'est pas facile à voir, quoi. Ouais, et parfois c'est simplement qu'on sait pas que ça existe. C'est sûr. C'est l'éternel débat entre scientifiques et littéraires, je pense, qui ne comprennent pas l'utilité de la philosophie ou ce genre de choses. C'est ça, alors qu'en soi, les personnes qui ont le plus inspiré le monde et qui ont le plus apporté à l'humanité,
c'était des gens qui avaient compris en fait ces deux aspects-là et qui les avaient réunis. C'est que enfin, il y a beaucoup de grands mathématiciens qui sont aussi des grands philosophes ou des grands écrivains ou des grands inventeurs qui sont des artistes. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, au contraire, faut que ce soit les deux justement. Ouais, c'est sûr, si on regarde dans l'Antiquité, il y a eu pas mal de gens qui ont fait... c'était moins limité, je dirais, en termes de domaine, parce qu'ils faisaient à la fois des mathématiques, de la physique, de la philosophie. Je dirais qu'ils travaillaient sur des domaines peut-être un peu plus variés. Donc ça leur donnait une approche peut-être aussi différente, en fait, de ce qu'ils faisaient. Je sais pas après, mais j'imagine que ça doit donner un aspect différent, parce que maintenant, on est de plus en plus, je pense, spécialisé. Parce que même en mathématiques, on va être spécialisé sur un domaine, parce que maintenant, il y a tellement de choses différentes qu'on pourrait pas, genre, se spécialiser dans tout. Donc du coup, on choisit un domaine, mais du coup, on perd un peu en ouverture d'esprit aussi, quoi. Voilà, c'est un peu ça le défaut. Ouais, exactement. Et c'est pareil dans tous les sujets qui se développent rapidement. C'est que à la base, tu avais une personne qui gérait toute la data de son entreprise. Aujourd'hui, les équipes data, c'est des centaines ou des milliers de personnes avec chacun un truc super spécifique sur lequel ils travaillent, quoi. C'est sûr, on est de plus en plus spécifique, parce que plus ça se développe. Et sinon, j'ai lu un article donc sur ton blog, et il y a quelque chose qui a retenu mon attention sur ton parcours. C'est que j'ai vu que tu avais fait des missions freelance quand tu étais étudiant, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas trop. Donc pourquoi t'as choisi de faire des missions en freelance quand tu étais étudiant? Ouais, alors j'ai eu la chance qu'aussi, le Covid, sur certains points, ça a apporté pas mal d'opportunités et de perspectives. Donc, j'ai eu la chance d'avoir été étudiant pendant le Covid, et je suis content que ça se soit bien passé pour moi parce que je suis conscient que pour beaucoup d'étudiants, c'était assez déprimant, quoi. Même plus que ça peut être un euphémisme. Et donc, moi, j'avais envie de faire quelque chose. Je savais pas quoi. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose qui soit stimulant et quelque chose qui me rapporte de l'argent aussi. C'était les deux conditions que je m'étais fixées. Et j'avais la chance d'avoir un petit peu de visibilité via mon blog, via LinkedIn, tout ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je vais lancer. J'ai mis un post sur LinkedIn. J'ai dit que je cherchais des missions. J'ai pas dit que j'étais étudiant parce que forcément, ça aurait été un peu plus compliqué. J'étais en fin de deuxième année. Et donc, il y avait à l'issue, tu as le choix de faire une alternance. Et moi, j'avais pas fait d'alternance. Et donc, j'avais du temps. J'avais à peu près 2 jours par semaine qui étaient libres. Et donc, je me suis dit, vas-y, c'est parfait. Je peux faire des choses sur ces 2 jours-là. Et quand une personne m'a contacté, bah, c'était ma première mission. C'est une mission dans le BTP. C'était un POC, en fait, pour utiliser de la vision par ordinateur. J'ai appris énormément de choses, non seulement sur l'aspect technique, déjà sur la vision par ordinateur, mais aussi sur l'aspect en fait business d'être freelance, quoi. Le fait d'envoyer une proposition commerciale, bon, c'était un truc que je connaissais un petit peu parce que j'étais directeur de la junior entreprise de l'ISUP, donc j'avais vu un petit peu comment ça se passait. Mais on a toujours l'impression que les juniors entreprises, enfin voilà quoi. Si tu te trompes, les gens vont te pardonner, ça ira parce que t'es étudiant. Mais là, c'est vraiment, tu passes dans la vraie vie en fait. Et du coup, j'ai envoyé ma première proposition, j'étais super content. Et la personne l'a accepté. La mission s'est super bien passée. Ça m'a mis en confiance directement. Ça s'est bien passé, sauf sur un aspect, c'est que la personne m'a tellement remercié à la fin que je me suis dit que finalement c'était pas assez cher. En plus, elle m'a dit qu'elle avait contacté des agences et que les agences avaient demandé 3 fois le prix qu'elle demandait, tout ça. Donc ça m'avait un petit peu énervé ou quoi, mais bon, c'est pas grave. J'ai appris après ça. Et l'essentiel, c'est que ça m'a vraiment mis en confiance et je me suis dit, bon, bah, finalement, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Je peux prendre d'autres missions, je peux les réaliser et tout se passera bien. Et donc, après, j'ai enchaîné 2, 3, 4 missions. J'ai fait un compte sur Malte. Je suis contacté régulièrement. Et aujourd'hui, c'est une de mes activités que je fais encore quand il y a une mission qui m'est proposée, qui est de courte durée et qui m'intéresse beaucoup, je me positionne dessus parce que c'est intéressant, ça apporte de l'argent et ça permet de travailler sur des nouveaux sujets, surtout sur des missions courtes. Quand on travaille pendant 10 jours sur un sujet,
bah ça permet d'avoir vraiment commencé à avoir une connaissance de ce sujet-là, même si 10 jours c'est pas assez, mais ça permet de mettre un premier pied sur ce domaine. Et donc là, j'avais mis un pied dans le domaine du BTP. J'ai travaillé dans le sport aussi. J'ai travaillé sur des missions liées au nucléaire, sur des trucs un peu prédiction des températures, de je sais plus quoi. Enfin, j'ai oublié exactement c'était quoi les composants mécaniques qu'on devait analyser. Mais c'est super intéressant parce que t'apprends plein de choses en fait. Et pareil, c'est qu'une histoire de contact humain, quoi. C'est sûr. Du coup, au final, à la place de faire une alternance, tu te dis, tiens, je vais faire des missions en freelance à la place, ce sera à peu près la même chose, mais au moins je serai peut-être un peu mieux payée en freelance. Ouais, c'est pas que non, c'est pas un peu mieux payé, c'est, c'est beaucoup mieux payé. En freelance, on était beaucoup mieux payé qu'en alternance. Et en plus, enfin, j'avais pas trouvé vraiment le sujet d'alternance qui m'intéressait vraiment. Donc, je me suis dit, bon, enfin, j'ai des choses mieux à faire, quoi. Après, en fait, ça, c'est pas adapté à tout le monde. C'est que moi, j'ai la chance d'être capable de m'organiser tout seul et d'avoir un objectif clair et de pouvoir, enfin, savoir exactement ce qui est bien pour moi et de le réaliser. Parce que pour d'autres personnes, le fait de pas faire d'alternance, bah, c'est juste, en gros, bah, le jeudi, vendredi, quand t'as pas cours, bah, tu dors plus longtemps ou quoi. Et donc ça, c'est un peu le piège dans lequel faut pas tomber. Et moi, je savais que j'avais d'autres choses à faire. Donc, même si je trouvais pas de mission freelance, j'avais mon blog, j'avais la création de contenu, tout ça. Je savais, il y avait des choses que je voulais apprendre. Donc, dans tous les cas, j'aurais trouvé des sujets intéressants sur lesquels passer mon temps, quoi. Ça va, tu savais que tu allais pas t'ennuyer. Et j'imagine que c'est vrai ce qu'on apprend, on va dire, dans nos études en data science et quand on se confronte aux données dans la vie réelle, c'est quand même assez différent. Est-ce que t'as pas eu un peu, on va dire, de pression quand t'as eu ta première mission data en sachant que t'avais pas forcément d'expérience, que t'avais travaillé sur des sujets, mais on va dire, c'est pas du tout pareil. Les données, des vraies données et des données qu'on a en cours, c'est quand même assez différent. Est-ce qu'à un moment, ça a pas été un peu compliqué au début? Ouais, si, forcément, ouais, forcément, parce que la seule vision par ordinateur que j'avais fait avant ça, c'était Fashion M&IST, les trucs de Zalando là avec les vêtements des personnes un dataset super clean, super carré, avec le même nombre d'images pour toutes les classes, tout ça, enfin le truc tu peux pas faire plus parfait. Il y avait ça, il y avait la base de données des chiffres en manuscrit là. Euh, et donc c'est des trucs, c'est un peu le Hello World, la vision par ordinateur. Enfin, tu travailles sur ça, c'est bon, tu sais que tu vas y arriver, même si tu prends le pire modèle, le pire algo, il arrivera à classifier les choses correctement. Et donc là, je suis arrivé sur ça. J'ai dû faire de la détection d'objets. J'avais déjà fait de la détection d'objets pour un article sur la revue IA, mais sur des choses un peu plus simples, où genre les objets étaient vraiment visibles, tout ça. Et là, je devais faire ça sur un chantier BTP. Donc, il y avait des outils un peu partout. Fallait détecter les bons outils, tout ça. Sachant que j'avais pas d'image qui était vraiment très propre, donc j'ai dû récupérer ça un peu sur YouTube, un peu partout. J'ai scrappé Google Images, je sais même plus ce que j'avais mis comme requête. J'ai dû mettre un truc chantier PTP, mais fallait que ce soit un chantier un peu désorganisé où t'as des outils partout, par terre, tout ça. Et ensuite j'ai fait de la labellisation tout seul, ça m'a pris pas mal de temps. Et j'ai entraîné le modèle de détection. Donc en soi, j'ai facturé, je crois, 12 jours, quelque chose comme ça, mais c'était plus 24 jours, quoi, parce que la journée durait 14-15 heures. Mais c'est bien parce que j'ai appris. J'ai appris, j'étais payé pour apprendre. Ok, mais du coup, t'as dû trouver les images toi-même pour faire ton modèle. Ouais, j'ai dû trouver les images moi-même parce que c'était un POC en fait. L'entreprise avait rien mis en place encore niveau vision par ordinateur, mais ils voulaient regarder en fait les opportunités possibles pour eux. Et donc j'ai dû regarder un petit peu tout ce qui se faisait sur le domaine du BTP et proposer quelque chose, quoi. Juste parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs sachent ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est un POC? Un POC, c'est un proof of concept. C'est quand tu veux aller chercher de l'argent d'investisseurs ou de l'argent de subventions régionales ou quoi. Tu fais ça, un petit démonstrateur, une petite démo pour dire bah voilà, je suis capable de le faire. C'est quelque chose qui peut marcher.
Par contre, pour le faire passer à l'échelle, j'ai besoin de votre argent. Merci pour le détail. Du coup, tu es aussi, comme je l'ai dit, tu écris des articles donc, sur ton blog, donc la revue IA. Et c'est vrai que l'IA, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que je pense qu'il est assez mal compris du grand public. Donc déjà, je vais te demander, qu'est-ce que l'IA? Alors, l'intelligence artificielle, très simplement, c'est un ensemble de méthodes techniques qui permettent à la machine de simuler le comportement humain. Ça, c'est la définition que j'aime pas. Parce que, justement, moi, comme tu as dit, j'écris des articles sur la revue IA. Et vraiment, la base de ma création de contenu au tout début, c'était d'expliquer aux gens que finalement, parce que t'avais deux visions différentes d'intelligence artificielle et les deux étaient assez dangereuses, si je peux dire, parce que t'avais la vision de la personne lambda qui regarde ça un peu avec un regard extérieur, et pour qui l'intelligence artificielle, en gros, c'était Terminator et les robots tueurs qui vont prendre le contrôle de l'humanité et nous asservir tous. Après avoir regardé, je sais pas, quelques petites références sur Netflix, Terminator, Westworld, tout ça, on a l'impression de connaître l'intelligence artificielle alors que non. Et t'as la vision du chef d'entreprise qui a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est une baguette magique qui va résoudre tous ses problèmes. En fait, le chef d'entreprise a cette vision de, je sais pas, en gros, il voit une grosse machine cubique dans laquelle tu mets en entrée ton entreprise et en sortie, c'est des millions d'euros qui sortent que tu récupères en espèces. Et du coup, j'ai lancé la revue IA quand j'étais en première année à l'issue. Bizarrement, moi-même, je savais pas exactement ce que c'était, mais je savais que c'était pas ce qui était dit dans les médias en fait, parce que les médias, ils ont besoin il y a un gros problème de business model pour les médias, ils savent pas comment gagner de l'argent, et donc ils ont besoin d'attirer l'attention sur ce qu'ils créent. Et donc ils ont intérêt à publier un peu des articles un peu à sensation, tout ça. Et donc là, par exemple, récemment, il y a eu cette intelligence artificielle qui a pris le contrôle d'une entreprise. Donc en fait, tu as un PDG qui a créé un robot, une intelligence artificielle, et qui l'a mis au contrôle, enfin qui l'a mis CEO de son entreprise. Et donc ça, c'était vraiment un coup marketing pur pour cette entreprise-là. Et t'as tous les médias mainstream qui ont repris l'information, qui étaient super contents d'en parler, tout ça, qui disaient ouais qu'il y avait une IA qui était PDG de l'entreprise, tout ça. Enfin, et le truc c'est que si tu regardes, enfin c'est pas du tout le cas. C'est juste que la personne a... Par contre, oui, je suis obligé de respecter le coup marketing, puisque comme tous les médias en ont parlé, c'est un coup marketing réussi forcément. Mais c'est le genre de sujet qui intéresse, et c'est le genre de sujet qui ont de la visibilité sur Internet. Et moi c'est vrai que enfin, je suis un peu jaloux de ça, parce que moi je parle de la vraie intelligence artificielle et tout le monde s'en fiche. Parce qu'en fait, en réalité, c'est moins attrayant et c'est moins intéressant que ce qu'on regarde en fait, ce qu'on voit à la télé quoi. Euh, donc forcément, ça intéresse moins les gens quoi. C'est vrai que je pense que si on demande aux gens, il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce que c'est l'IA, ou alors ils savent que l'IA des médias, mais moi pour avoir... Enfin quand j'ai un peu fait de la data science et un peu vu ce que c'était l'IA, je me suis dit, ah en fait c'est ça l'IA, presque une déception, mais presque on se dit, ah en fait c'est pas si fou que ce qu'on pense, en fait c'est des petits algorithmes comme ça, c'est sympa, hein, mais c'est pas aussi incroyable que dans les médias quoi. Et en plus on se rend compte qu'il y a différentes formes d'IA, on va dire. Par exemple le machine learning, le deep learning, que ce soit des images ou pas des images, des fois il y a de l'IA, c'est vrai que c'est vraiment pas impressionnant. Est-ce que tu pourrais déjà nous détailler genre un peu les différents types d'IA pour qu'on voit les différences qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y en a pas qu'une d'IA. Ouais, alors souvent on parle en gros, tu vois, t'as l'intelligence artificielle, ça c'est le domaine, donc le domaine principal. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, t'as ce qu'on appelle le machine learning, et ensuite t'as ce qu'on appelle le deep learning. Donc le machine learning, c'est toutes les méthodes d'apprentissage. Je traduis juste la définition de machine learning en français. C'est toutes les méthodes d'apprentissage des machines en gros. Et donc c'est des méthodes qui vont leur permettre de comprendre un jeu de données
et d'essayer d'en sortir des prédictions qui sont utilisables pour la vie réelle. Et sur ces méthodes d'apprentissage, en fait, t'en as plusieurs. Tu vas avoir des méthodes comme le deep learning, du coup. Le deep learning, là, du coup, c'est des réseaux de neurones dans lesquels tu vas entrer une grosse quantité de données. Et l'idée, c'est que le modèle, c'est un modèle mathématique qui a énormément de paramètres qu'il peut adapter. Et à chaque fois, il va adapter ces paramètres en fonction de la sortie. Donc, tu as un premier jeu de données pour lequel tu as une entrée et tu as une sortie qui est connue. Et ensuite, tu as ton jeu de données pour lequel tu connais l'entrée, mais tu connais pas la sortie. Et à partir du premier jeu de données, le modèle va s'entraîner pour donner la sortie de ce que tu connais pas. Et sinon, tu as un gros domaine de l'apprentissage qu'on appelle le reinforcement learning. C'est que dans ce domaine-là, tu laisses en fait le modèle s'entraîner au contact de son environnement. Et ça, c'est déjà un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus proche de ce que l'humain fait en fait. C'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. C'est l'humain et aussi les êtres vivants. C'est que si à chaque fois qu'un enfant touche une casserole d'eau brûlante, se brûle la main, bah, au bout d'un moment, il va comprendre que tu dois pas, c'est pas quelque chose à faire, quoi. Parallèlement, quand tu fais une action qui te rapporte de l'argent ou qui te rapporte quelque chose, bah, tu auras tendance à réitérer l'action pour espérer gagner plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'exploration, exploitation. C'est que tu peux explorer ton environnement pour trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux dangers, tout ça. Et ensuite, l'exploitation, c'est que quand tu as trouvé un bon filon, bah là, tu l'exploites pour en tirer le maximum. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est exactement le même fonctionnement que le cerveau humain. Et donc, les chercheurs ont réussi à transposer ça sur des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et en fait, aujourd'hui, t'as plusieurs écoles. Et l'école que je préfère, c'est celle de Yann Lequin, pour qui en fait là les progrès de l'intelligence artificielle vont vraiment se baser sur le cerveau humain, sur comment le cerveau humain apprend. Et donc aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les détails parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais en gros, il parle de ce qu'on appelle le self-supervised learning. Donc c'est vraiment un mode d'apprentissage qui va être à mi-chemin entre l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage en utilisant des données. En gros, Yann Lequin explique que aujourd'hui, si on veut qu'une intelligence artificielle comprenne ce que c'est qu'une girafe, ben, on doit lui donner des milliers d'images de girafes. Et il disait qu'on n'a pas le droit de dire que c'est comme l'apprentissage humain, parce que un bébé, une fois qu'il a vu 2 images de girafe, bah c'est bon, il sait ce qu'est une girafe, quoi. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'images pour lui expliquer le concept. Ok, super. C'est vrai que oui, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA. Donc l'IA, c'est très très vague comme terme. D'ailleurs, ce qui me fait toujours rire, c'est que machine learning, deep learning, on utilise toujours les termes anglais, mais des fois on les traduit français. Du coup, en français, donc apprentissage automatique, apprentissage profond. Du coup, un coup sur deux, tu sais pas si tu vas dire le terme en anglais, le terme en français, mais en soi, je me dis toujours que le terme en anglais sonne un petit peu mieux et un petit peu plus utilisé qu'en français, donc c'est un coup sur deux. Ouais, après, c'est vrai que ça, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu un débat, un débat que moi-même, j'ai pas d'avis sur ça. C'est que je me dis, nous, on a assez de bons ingénieurs pour imposer notre vocabulaire et notre mode de fonctionnement. Mais en même temps, les choses existent déjà comme elles sont, donc bon, je sais pas. C'est vrai que sur certains sujets, c'est bien de traduire. Mais après, bon, sur deep learning, bah, on dit deep learning. Enfin, après, on peut dire apprentissage profond. Je pense que tout le monde comprend ce que c'est. Mais enfin, moi, j'ai pas cette obsession de toujours vouloir que les mots soient forcément en français. Je sais que ça énerve pas mal de gens, mais bon, moi, j'ai pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Bon, du coup, entre deep learning, machine learning ou apprentissage automatique, apprentissage profond, chacun fait son choix et on verra bien ce que ça donne. Et donc maintenant que tu nous as expliqué bien, on va dire, les différents types qu'on peut avoir en intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais nous donner par exemple des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle?
Alors du coup, oui, ça c'était la typologie sur les apprentissages, mais tu vas avoir aussi des types d'intelligence artificielle en fonction des types de données en fait que tu veux traiter. Et donc en vision par ordinateur, on traite des données images ou vidéos. En natural language processing, on traite des données plus textuelles. Et en fait, le truc c'est que ces domaines-là, c'était des domaines qui existaient déjà avant l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les chatbots ont attendu le deep learning pour exister. Alors non, il y avait des chatbots avant l'intelligence artificielle et ça marchait très bien. Sauf que l'intelligence artificielle a apporté une nouvelle impulsion. Et parmi les choses, les projets ouais, qui m'intéressent le plus, t'as cette histoire d'art génératif. Donc l'idée c'est que tu rentres, je pense que la plupart des gens en ont entendu parler, c'est que tu rentres un texte en entrée et le modèle d'intelligence artificielle va te sortir une image créée de toutes pièces. Il y a OpenAI, c'est une entreprise américaine qui fait de la recherche en intelligence artificielle, qui a été fondée par Elon Musk initialement et qui fait vraiment des projets qui sont assez incroyables, qui a créé ce modèle-là. Et j'invite tout le monde à essayer parce que c'est c'est assez impressionnant. Le modèle s'appelle DALL-E. Et en fait, les images qui sont en sortie, qui sont créées par l'intelligence artificielle, sont vraiment super réalistes. On a l'impression que c'est un être humain qui soit l'a dessiné, soit l'a pris en photo. Et en fait, pour ce modèle-là, tu as besoin d'une compréhension du texte d'abord qui soit parfaite. C'est que l'IA doit être capable d'interpréter le contexte, de comprendre le texte dans son contexte. D'ailleurs, moi, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder une vidéo que j'ai faite sur. Il y avait, en fait, t'as pas mal de gens qui ont partagé une image de saumon dans une rivière. Et en fait, les saumons, c'est des saumons crus, genre, enfin, des saumons surgelés. Et tout le monde a dit que c'était, en gros, que c'était une intelligence artificielle qui avait généré ça. J'ai voulu faire le test pour voir si c'est vraiment une IA qui a généré ça. Et au final, non, c'était pas une IA parce que quand tu demandes à l'intelligence artificielle de générer un saumon dans une rivière, c'est bien le poisson qui est généré. Parce que justement, il y a des techniques qui sont utilisées pour que l'intelligence artificielle puisse comprendre le contexte. Et donc, j'imagine que si tu demandes à l'IA de générer un saumon dans une assiette, et voilà, tu vas avoir un saumon surgelé, du coup, qui qui serait dans l'assiette. Logiquement, ça devrait être ça. J'espère en tout cas. Et ça, c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Alors, je te laisse me couper parce que si je dois parler de ce sujet-là, ça peut être le sujet du podcast. J'ai tellement de choses à dire et tellement de choses qui m'énervent aussi sur ce truc-là. C'est vrai que je l'ai vu, cette histoire de saumon dans la rivière, en fait. Je l'ai vu passer, je me suis dit, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai vu que c'était pas très, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était faux et que c'était de l'IA et que c'était, je sais pas qui a inventé cette histoire, mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Mais, c'est vrai qu'on disait que l'IA, c'était pas si récent que ça. Quand est-ce qu'a a été inventée, l'intelligence artificielle, on va dire? Bah en gros c'est 1950 quoi avec le premier neurone artificiel qui a été créé. Les gens n'en ont pas conscience mais ça date d'il y a super longtemps, hein. C'est l'algorithmique, c'est Al-Khwarizmi, il y a plusieurs dizaines de siècles quoi. Et donc on a toujours l'impression un peu que on est les plus intelligents, que on a tout créé, mais en fait non. Tout existait déjà et nous on est juste là pour les adapter. Simplement aujourd'hui ça a explosé parce que on a les modèles qui sont prêts, les modèles étaient déjà prêts, mais aujourd'hui on a les modèles qui sont prêts, on a les infrastructures pour stocker les données et on a les gens qui génèrent des milliers de téras, je sais même plus des téras là, c'est beaucoup plus grand que ça, de données tous les jours et donc il y a eu une concordance de tous ces paramètres-là en même temps quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est impressionnant. Oui, je te posais la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'IA c'est hyper récent. Alors qu'en fait, c'est pas si récent que ça quand même. Ça date quand même de, on va dire, quelques années, voire quelques dizaines d'années même plutôt. C'est vrai que moi j'ai un souvenir, pour te poser une question très compliquée mais très intéressante pour les auditeurs. Moi j'ai un souvenir que l'IA,
Je me souviens en prépa de mes cols d'anglais où je pense que dans tous les textes qu'on étudiait, il y avait à peu près tout le temps des choses sur l'intelligence artificielle et les robots qui allaient contrôler notre vie ou prendre la place des humains. Est-ce que tu penses que l'UA menace l'humanité? Alors, comme j'ai dit, en fait, c'est pas que l'IA ne menace pas l'humanité. C'est vrai que l'intelligence artificielle est dangereuse sur certains aspects, mais c'est pas le danger qu'on pense, en fait. C'est pas que le robot va c'est pas que le robot va se réveiller un jour, va s'énerver et va tuer tout le monde pour prendre le contrôle de l'humanité. Mais le danger des IA, en fait, il est déjà présent aujourd'hui. C'est que quand tu regardes les modèles d'intelligence artificielle des grandes entreprises de réseaux sociaux, par exemple, comme TikTok, Facebook, bah, c'est ces modèles d'intelligence artificielle-là qui sont dangereux. C'est que l'IA de Facebook, surtout depuis qu'ils ont fait la mise à jour, parce que Facebook, pour les plus anciens, enfin même pas les plus anciens, même des jeunes adultes comme nous, savent qu'avant, Facebook, c'était juste, il y avait juste le bouton j'aime, je crois. Et aujourd'hui, tu as le bouton j'aime, le bouton je rigole, le bouton je pleure, tout ça. C'est que, en fait, t'aides l'algorithme à savoir quel contenu te fait rire, quel contenu t'énerve, quel contenu te rend triste. Et ça, je sais pas pourquoi les gens sont pas capables de comprendre que ça, c'est dangereux, parce que, en gros, demain, l'algo de Facebook a envie de te rendre triste. Bah, il sait exactement c'est quoi le type de contenu qu'il doit te mettre pour te rendre triste. S'il veut t'énerver, il sait aussi ce qu'il doit faire. Et il y a des sujets comme, je sais pas, par exemple, pour le printemps arabe, par exemple, ou pour tout ce qui est Brexit, ou enfin l'histoire de Cambridge Analytica, tout ça, où on s'est rendu compte qu'en fait Facebook a joué un rôle immense en fait dans ces sujets-là, qui sont des sujets de société qui ont changé en fait qui ont changé le monde, quoi. Et on se dit que sur ces sujets-là, c'est que là, en fait, là, il y a un problème là. Là, il y a un problème, c'est que l'intelligence artificielle commence à avoir un contrôle qui est qui est trop grand. Il y a qu'à voir, en fait, quand tu rentres sur TikTok, tu sais quand est-ce que tu rentres, mais tu sais pas quand est-ce que tu sors. T'as l'impression d'être dans un nouveau monde, où t'es entraîné, l'intelligence artificielle te connaît parfaitement, elle sait où elle veut t'emmener, tout ça. Et donc, sur ces aspects-là, il y a des choses à faire, quoi. Il y a un travail de vulgarisation on doit expliquer au, à tout le monde comment ces sujets fonctionnent, parce que ce genre d'IA-là sont dangereuses. Mais tu vois, justement, ce que tu me dis comme exemple, je pense que les gens, ils voient pas du tout que c'est de l'IA. En tout cas, ils vont plus, quand on va leur dire IA, ils vont penser aux robots qui vont contrôler le monde, mais ils vont pas penser à ce genre de choses. Par exemple, tout ce qui est problème un peu, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, ça va nous donner un peu des contenus ciblés en fonction de nos habitudes, ça va apprendre de nos habitudes. Et du coup, forcément, ça va influencer parce que on va dire que si on nous montre que des contenus qui vont dans notre sens, à force, ça renforce notre croyance parce qu'on voit jamais des choses qui vont contre notre opinion. Du coup, ça renforce l'opinion, en fait. Et pour reprendre un théorème mathématique qui explique très bien ça, c'est ce qu'on appelle le problème de fixation. C'est qu'en fait, si tu as deux urnes, c'est l'exercice classique des urnes en probabilité. Non, pardon, tu as une seule urne, désolé. Tu as une urne avec des boules bleues et des boules rouges. Au début, il y a le même nombre de boules bleues et de boules rouges. Et dès que tu tires une boule d'une certaine couleur, bah après tu la remets et tu rajoutes deux autres boules de la même couleur. Et donc si tu tires une boule rouge, tu rajoutes deux autres boules rouges à l'intérieur. Donc ta probabilité de tirer une boule rouge augmente. Et dans ce problème-là, au bout d'un certain nombre d'étapes, la seule issue, c'est que pour une des deux probabilités de tirer une des deux boules, bah, ça tend vers 1 en fait. Et donc au final, tu auras un nombre de boules rouges ou de boules bleues qui va être immense par rapport à l'autre couleur. Et donc ça, c'est dangereux pour les comportements un peu extrémistes, par exemple. Bah oui, c'est ça, parce que ça influence vraiment notre opinion et notre avis, en fait. Parce qu'à force de voir que des choses qui vont dans notre sens, ou même certaines informations, en fait, à force, on est de plus en plus extrême dans nos opinions, on sait plus, des fois, faire, on va dire, la part des choses. Parce qu'en fait, moi, je trouve, ce qui est intéressant, c'est toujours de voir la vie qui va dans notre sens et la vie qui va pas dans notre sens. C'est comme ça qu'on arrive à être, on va dire, plus modéré sur le sujet. Ouais, exactement. Et en fait, aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux ont un peu amplifié les comportements extrémistes, quoi. Et c'est qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu la guerre de tout le monde contre tout le monde, à cause justement des réseaux sociaux.
Mais après, c'est vrai que, enfin, quand on connaît un peu l'intelligence artificielle, moi, je trouve que, enfin, il y a des fois, je vois que c'est de l'intelligence artificielle, je vois un petit peu, je me dis un peu pourquoi. C'est vrai que même si je viens sur Instagram, je vois que les contenus ils se ressemblent beaucoup, mais je sais un peu pourquoi. Je sais que c'est pas un pur hasard. Mais même, c'est vrai que des fois, je vois des choses, je me dis ah tiens là, ils veulent essayer d'avoir des données étiquetées ou ce genre de choses. Je me dis tiens, ils veulent que j'ai de leur intelligence artificielle. Du coup, ça fait toujours un peu bizarre, mais en fait, on le voit pas si on connaît pas. Ouais, et ça, en fait, ça appelle un autre sujet qui est tout aussi dangereux et sujet à débat. C'est que, est-ce que les données que tu publies sur les réseaux sociaux, tout ça, est-ce qu'elles t'appartiennent vraiment finalement? Parce que j'ai l'impression qu'une fois que il y a plus vraiment de vie privée sur Internet. Je sais pas si ça existe, ça. Le modèle comme DALL-E, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui permet de générer les images, il a été entraîné avec les données pas mal de données d'Instagram, et donc des données d'artistes qui publient leur travail, leurs travaux, ou des données de photographes ou quoi, qui publient les photos qu'ils font. Et souvent qui mettent une petite description pour expliquer ce qu'ils ont voulu faire, tout ça. Et l'idée, c'est que tu as une grosse base de données avec des paires entre images et le texte qui correspond. Et donc OpenAI a utilisé ces données-là pour entraîner son modèle. Mais le problème, c'est que les artistes aujourd'hui, ils sont pas au courant qu'ils ont participé à la création de ce modèle-là, tu vois. Et donc niveau propriété intellectuelle ou ces choses-là, bah je sais pas, on fait comment. Enfin, parce que surtout qu'OpenAI se fait des millions d'euros grâce à ce modèle-là. Donc forcément, d'un point de vue éthique, il y a des questions à se poser, quoi. Le modèle qu'on s'est créé est un peu bizarre sur certains points. Non, mais c'est sûr que la sécurité des données, elle est pas terrible parce qu'en soi, on donne nos données, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Un peu plus maintenant parce qu'il y a un petit peu plus de législation sur les données, mais en soi, même les données qui sont stockées, même ailleurs, il y a plein de données qu'on croit sécurisées et qu'en fait, qui ne le sont pas vraiment parce que même les données des hôpitaux, des fois, elles arrivent à fuiter et en fait, c'est toutes les données, des données quand même un peu sensibles, quoi, qui fuitent. Et même les données, même en général, elles sont pas forcément très sécurisées, donc vous donnez vos données, mais vous savez pas trop à quoi elles vont servir, quoi. Elles peuvent fuiter, donc vraiment, on peut pas savoir, quoi. Exactement, c'est ça qui est un peu dangereux. Et en fait, moi, tu vois, dans le dernier article là que j'ai publié, je parlais justement des limites un peu du modèle actuel de l'intelligence artificielle. Et donc j'expliquais qu'il y avait enfin pas mal de problèmes qui étaient structurels en fait sur le monde de l'IA. Tu as ces problèmes déjà de monopole, c'est qu'aujourd'hui sur des sujets comme le traitement du langage, la seule innovation les seules innovations qui sont faites, c'est juste qu'on augmente la taille des réseaux de neurones et on augmente le nombre de données avec lesquelles on entraîne les modèles. Et donc forcément, c'est de plus en plus robuste parce qu'on a plus de données et des modèles plus grands. Mais sur l'aspect mathématique, on n'innove pas vraiment. Et le truc, c'est que les entreprises qui ont ces données-là, qui sont capables de faire ça, bah il y en a pas beaucoup finalement. T'as Amazon, Facebook, Google, et voilà quoi, quelques autres entreprises qui arrivent à tirer un peu leurs épingles du jeu. Mais pour une startup, par exemple, ça aurait été impossible qu'une startup crée un modèle comme GPT-3, par exemple. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as vraiment un monopole de l'innovation limite en intelligence artificielle. C'est que ces entreprises-là contrôlent tout. En plus de ça, tu as un gros problème de vie privée. Donc, c'est que tu publies un truc sur Facebook. Facebook, aujourd'hui, ils ont Facebook, ils ont Instagram et ils ont WhatsApp. Et je te laisse imaginer le nombre de messages qui est échangé ou quoi. Et donc Facebook, rien qu'en apprenant sur tous les messages qui sont échangés entre les personnes, bah, elles sont capables d'entraîner des modèles de chatbots qui vont être les meilleurs du monde, quoi. Et le truc, c'est qu'ils les entraînent avec les données de la personne, enfin, après oui, je pense que sûrement on doit accepter ça quand on accepte les conditions d'utilisation ou quoi. Mais bon, je sais pas si c'est équitable, quoi. Tout le monde doit pas les lire. Exactement, exactement. Il y a beaucoup de gens enfin, la plupart des gens ne les lisent pas. Et du coup, moi, je proposais pas de solution, mais je proposais une suggestion, tu vois. Ça a pas plu à beaucoup de monde. Je sais que mon idée est pas, ouais, c'est pas une idée qui va être promue par les médias mainstream ou quoi. C'est pas une idée qui va être, forcément, je suis conscient que ça énerve beaucoup de gens.
Moi, j'ai proposé une approche un peu décentralisée, tu vois, de l'intelligence artificielle, dans laquelle on pourrait créer des modèles un peu ensemble, quoi. C'est ce qu'on appelle le federated learning, par exemple. L'idée, c'est que chacun va prêter de la puissance de calcul pour entraîner un modèle de façon coordonnée, quoi, à plusieurs. On va partager les données. Donc, si tu as un réseau avec 1 million de personnes et que sur le million de personnes, chacun apporte sa pierre à l'édifice, apporte des données intéressantes, bah là, on peut créer des modèles qui vont être du niveau de ces grands groupes, mais avec un impact un peu plus équitable et qui sera plus partagé entre toutes les personnes. Donc typiquement là, un modèle qui pourrait je parle de modèle donc le modèle de l'intelligence artificielle, et je parle de modèle pour les modèles algorithmiques, quoi. Donc c'est un peu va falloir suivre sur cette partie-là. Sur sur l'outil par exemple DALL-E de génération d'images, tu as une approche qui pourrait être un peu meilleure, je pense. C'est que tu proposes un modèle décentralisé dans lequel tout le monde propose, tous les artistes proposent leurs images. Ensuite, le modèle résultant, donc l'outil résultant, on le met sur une plateforme. Et là, les gens payent pour exactement comme ce que OpenAI fait, comme ce que OpenAI fait. Donc les gens payent pour avoir accès à cet outil-là. Et derrière, bah, tu partages les bénéfices équitablement entre tous les artistes en fonction de l'apport de chacun. Donc si quelqu'un a apporté 1000 images, bah, il sera mieux récompensé que quelqu'un qui a apporté 100 images ou quoi. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est un modèle un peu plus équitable, parce que aujourd'hui, en fait, t'as vraiment, enfin, les artistes sont même pas au courant, ils continuent à publier leurs données sur Instagram. Ils savent pas que ça a été utilisé pour générer énormément d'argent. Euh, et donc, moi, ça m'énerve un petit peu. C'est vrai qu'en plus, pour l'intelligence artificielle, pour faire des gros modèles, on va dire, il faut quand même beaucoup de moyens techniques, ça demande pas mal de ressources. Et je trouve qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que l'IA, est-ce qu'elle peut être compatible avec l'écologie, vu avec si on considère tous ces gros modèles qui justement prennent beaucoup de ressources, prennent beaucoup d'énergie, est-ce que c'est vraiment compatible avec l'écologie? C'est une question à se poser aussi. Ouais, alors t'as des modèles comme les Transformers, c'est une certaine architecture de réseau de neurones. Ouais, c'est un gros sujet, c'est intéressant. Enfin, c'est des modèles qui ont permis de réaliser pas mal de choses sur plusieurs domaines. Et donc, sur ces modèles-là, un modèle de Transformers avec, je sais plus exactement c'était combien le nombre de paramètres, je crois que c'est 1 million de paramètres ou quelque chose comme ça, ce qui est pas énorme en fait en intelligence artificielle. Les modèles ont des millions de paramètres, ça choque personne. Bah, en fait, un modèle comme ça, pour l'entraîner, tu vas consommer autant, enfin, tu vas émettre autant de CO2 qu'une voiture américaine sur toute sa durée de vie. Sachant que les SUV américains, c'est pas les voitures les plus écologiques, quoi. Donc, je te laisse imaginer le désastre un petit peu qu'est l'intelligence artificielle avec tous les data centers qu'on a construits un peu partout dans le monde. Il y a des approches qui sont proposées pour réduire un petit peu ça. Par exemple, quand t'entraînes un modèle sur GCP, tu peux choisir l'endroit où tu vas entraîner ton modèle. Quand t'entraînes un modèle dans des pays plus froids comme le Canada, par exemple, ou quoi, bah du coup ton impact CO2 est moins grave. Et en fait, il y a une certaine prise de conscience vis-à-vis de ça, c'est que les providers cloud vont proposer vont te permettre de voir en fait combien tu consommes, tout ça. Il y a même des outils maintenant qui te permettent de traquer tes émissions de carbone en fonction du code que tu écris, etc. Et j'imagine que bientôt on pourra suivre des formations pour data scientist, enfin pour un data scientist sur c'est quoi les bonnes pratiques pour réduire son impact carbone ou quoi. C'est des trucs qui, je pense, existeront, quoi. Et donc forcément, bah, je pense que c'est compatible, pas dans la forme actuelle, mais faudra juste. C'est un peu le dilemme entre
Enfin, je sais même plus s'il y a encore ce dilemme-là, quoi. Mais c'est un peu un dilemme entre progrès technologique, scientifique, économique et écologie, en fait. T'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de conjuguer les deux, quoi. Oui, on a plus l'impression que c'est incompatible en fait. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que tu dois sacrifier pas mal de choses pour pouvoir sauver la planète, entre guillemets. C'est ça, puis en plus, tout ce qui est un peu pollution numérique, en fait, c'est de la pollution qu'on s'en rend pas compte, parce que même les emails, par exemple, ça pollue d'une certaine façon. Mais en fait, on s'en rend pas compte. En fait, la seule pollution qu'on voit, c'est par exemple la pollution des voitures. On va se dire, ah oui, ça pollue, mais en fait, on se rend pas compte qu'en fait, l'ordinateur, nos emails, nos codes et nos algorithmes de deep learning, en fait, ça peut créer autant de pollution, en fait. Et justement, c'est de la pollution invisible, mais justement, on n'a pas conscience, mais elle représente quand même une grande part, en fait. Et donc, il y a peut-être aussi quelque chose à faire là-dessus. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu dis que tes données sont dans le cloud, on a l'impression que c'est dans les nuages, ça va, il y a pas d'impact. Mais en fait, non, c'est le cloud, c'est des c'est des objets quoi, qui sont sur Terre et qui polluent. Je vais me faire un petit peu peut-être l'avocat du diable, mais en soi, d'un autre côté, l'intelligence artificielle, ça peut être une solution pour améliorer pas mal de choses quoi. Sur l'aspect écologique typiquement tu as des entreprises qui gèrent le tri des déchets par de la vision par ordinateur. Il y a une start-up aussi celle-là c'est honteux que je connaisse pas le nom parce que j'ai un ami qui travaille là-bas. Mais bon, c'est une entreprise qui détecte les déchets dans la rue. Et donc, ils avaient fait un truc, par exemple, quand t'as quelqu'un dans une voiture qui jette quelque chose dehors, bah, ils le détectent via les caméras, et avec la plaque d'immatriculation de la personne, bah, ils peuvent retrouver qui c'est pour pouvoir lui envoyer son amende directement à la maison, quoi. Et je me dis que, sur certains aspects, l'intelligence artificielle peut quand même un petit peu rembourser son impact CO2 sur le long terme, quoi. C'est forcément des investissements, parce que les modèles sont coûteux pour être mis en place, mais une fois que ça fonctionne, il y a moyen de faire des choses assez intéressantes, quoi. Mais oui, mais il y a aussi même des associations qui, on va dire, militent pour une tech plus durable. Genre, je sais qu'il y a l'association Data for Good, en gros, qui essaie de faire des projets, on va dire, pour justement faire des bilans carbone ou ce genre de choses. Enfin, c'est des projets un peu éthiques et un peu orientés environnement, pour justement apporter un impact, on va dire, positif avec ce qu'on fait en data. Donc, en soi, c'est pas non plus complètement incompatible. Enfin, en tout cas, la data a quelque chose aussi à apporter, je pense, à l'écologie. Des fois, ça permet aussi même, on va dire, de minimiser notre impact écologique, en fait. Parce qu'en fait, ça permet de le mesurer aussi. Donc là-dessus, c'est intéressant. Et donc pour finir sur l'IA, comment est-ce que tu imagines l'IA, on va dire, dans le futur, on va dire, imaginons, dans 20 ans? On se dirige vers un modèle un peu plus qui va regrouper plusieurs domaines de la tech. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui tu as des domaines comme l'IoT, la cybersécurité, la blockchain, tout ça qui vont se regrouper. Et l'idée c'est que tu vois, sur ces sujets de robotique, déjà, on va pas mal progresser. Mais donc, le principe, ça reste un peu j'ai l'impression qu'on va avoir un peu une convergence, en fait, entre tous ces domaines-là. L'IoT pour la collecte des données, la blockchain, la cybersécurité pour la sécurisation, et l'intelligence artificielle pour le traitement. Et donc, ça va être un peu peut-être des frameworks qui sont genre tout intégrés avec une entreprise qui fait tout de bout en bout ou quoi. Euh, et donc qui permet donc à chaque étape de proposer une solution qui utilise une certaine techno. Et l'idée c'est que sur les aspects donc vraiment les aspects cruciaux là qu'on va devoir travailler sur l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est tous les sujets liés à l'explicabilité des modèles. Donc déjà comprendre un peu sur ouais, les biais en gros, essayer d'éviter les biais des modèles. Typiquement sur les réseaux de neurones, on sait pas, enfin c'est limite une boîte noire aujourd'hui. C'est qu'on sait pas à chaque étape ce que le modèle fait comme opération pour faire une prédiction. Sur beaucoup de sujets, ça peut aller encore. Sur le sport, par exemple, on peut se dire que tant que ça marche, c'est bon. Mais sur des sujets comme le médical ou comme le juridique, on a besoin de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle a pris cette décision. Ça, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité des modèles.
Et par ailleurs aussi, la véritable innovation qu'on pourrait avoir sur l'intelligence artificielle, c'est des innovations qui vont être mathématiques en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que c'est pas de la rocket science quoi. On se contente d'augmenter la taille des modèles de plus en plus. Et donc c'est pas, on peut se demander si vraiment c'est de l'intelligence quoi, parce que c'est juste, t'as un réseau de neurones qui fait 200 couches, qui a 85% de fiabilité sur la prédiction que tu veux faire. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter 300 autres couches. Tu vas multiplier le dataset par deux et tu vas avoir une meilleure prédiction. Mais en soi, t'as pas innové là. Et donc, l'idée, c'est que j'imagine des innovations qui vont être plus mathématiques et théoriques, en fait, qui vont permettre d'avoir des modèles qui soient moins gourmands en paramètres, donc en puissance de calcul, et moins gourmands en données. Et ça, je laisse Yann Lequin travailler sur ça. Bah, j'espère qu'on aura pu permettre aux personnes qui ont écouté ce podcast d'avoir un avis peut-être un peu différent sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas un avis un peu plus éclairé. Imaginons qu'à la suite de cet épisode, il y ait des gens qui veulent se former du coup en data science. Comment est-ce qu'ils peuvent faire, on va dire, pour apprendre l'intelligence artificielle? Et quelles sont les choses, en gros, selon toi, les plus importantes à apprendre quand on veut faire de la data? Alors ouais, justement, c'est vraiment cet aspect mathématique, quoi. Connaître les maths derrière, savoir comment ça se passe derrière, quoi. Parce que en fait, aujourd'hui, on peut faire de l'intelligence artificielle sans rien comprendre, juste sur Python, quoi, avec les librairies qui existent. Et donc, on lance le réseau de neurones et ça marche, c'est magique. Mais sans vraiment savoir ce qui se passe derrière. Et ça c'est dommage parce que du coup, on est moins performant. Et donc, c'est bien de connaître, vraiment savoir exactement comment ça se passe. Ensuite, le truc de base, enfin, qui va être enfin, qui sera présent dans pas mal d'autres sujets, quoi. C'est pas que dans l'intelligence artificielle. C'est il faut avoir un peu cet aspect métier, en fait, être conscient de savoir qui va utiliser le modèle une fois qu'il sera prêt, pour pouvoir adapter en fait vraiment le modèle à l'outil concret, à l'utilisateur final. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, si on fait de l'intelligence artificielle dans le médical, bah, être conscient, enfin, savoir comment ça va être utilisé et être conscient de connaître la maladie en question qu'on veut traiter ou connaître les sujets de manière assez, enfin, on ne demande pas de devenir médecin non plus, mais au moins être conscient de ce que c'est, quoi, du problème qu'on essaye de résoudre. Et ça, c'est assez critique. Et aujourd'hui, tu as besoin aussi d'être un peu, d'avoir des connaissances sur tout l'aspect engineering, donc de la gestion de données, récolte de données, nettoyage, traitement. Enfin, faut être capable d'avoir une vision un peu, une vision à 360 degrés sur tout ce qui se passe, quoi, du début à la fin. Le data scientist, c'est plus quelqu'un qui va rester sur son code Python, quoi. Il y a besoin de regarder aussi ce qui va se faire après. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les métiers comme data engineer, c'est vraiment à la mode parce que le data engineer, en fait, c'est un peu lui qui va coordonner un peu tout le parcours data, quoi, du début à la fin. Donc, forcément, c'est des sujets, tout ce qui est cloud computing, tout ce qui est déploiement de modèles, etc. C'est bien de le connaître. Donc, si on devait retenir quelques conseils, on va dire principaux, c'est déjà de commencer par apprendre un peu les mathématiques de l'intelligence artificielle, et peut-être apprendre de l'informatique, en tout cas à coder. Et déjà, on aura déjà une bonne base pour après travailler sur différents projets en data. Donc, je pense qu'on a fait un peu maintenant le tour du sujet sur l'IA. Je pense que là, on est calé. En tout cas, nos auditeurs, ils le sont plus que peut-être ils l'étaient avant. J'espère. On l'espère aussi. Et donc maintenant, j'aimerais bien discuter d'un autre sujet, parce que, comme tu nous l'as dit dans ta présentation, donc tu as lancé ta startup, donc qui s'appelle Sense AI. Comment est-ce que t'es venue l'idée de lancer ta propre startup et qu'est-ce que tu y fais? Ouais, alors comme je t'ai dit, je suis assez entrepreneur de base, donc forcément quand on m'a proposé, c'est pas de moi que vient l'idée, c'est mon associé qui avait l'idée.
Et quand on m'a proposé de me lancer, je me suis dit bon, vas-y, on y va, on va voir ce que ça donne. Je suis très content, je sais pas, c'est pour une fois, enfin non, pas pour une fois, content de la décision que j'ai fait. Et donc en fait, on est là, on est dans l'incubateur de l'école polytechnique. C'est un accélérateur de start-up donc qui aide les start-up un peu de tech à développer leurs projets. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on mise sur la pratique de la boxe pour aider pour aider à résoudre toutes les problématiques liées à l'aspect mental en entreprise. Donc tout ce qui est burn-out, stress. Et l'idée, c'est qu'on a un modèle d'intelligence artificielle, enfin, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre de générer les séances d'entraînement en s'adaptant à l'état émotionnel du moment de la personne. Et donc ça, c'est il y a un gros sujet dans le e-learning qu'on appelle l'adaptative learning. Donc c'est le fait de générer les cours et le contenu pour la personne spécifiquement. Et donc nous, on va adapter ce principe-là pour le sport. Et parallèlement à ça, on a un bracelet connecté qui va permettre de récupérer les données sur l'entraînement de la personne. Et donc ça permet d'avoir plus de feedback en fait. Et donc à la fin de la séance d'entraînement, on demande à la personne comment la séance s'est passée. Est-ce qu'elle a aimé? Est-ce que c'était trop court, trop long, trop difficile, trop facile, etc. Et par rapport à ça, on apprend de plus en plus ce que la personne attend comme séance et on améliore les propositions. Parce qu'en fait, l'aspect critique dans le sport, surtout dans le sport pour la prévention du burn-out, du stress, tout ça, le plus important, c'est la motivation. C'est que les personnes doivent rester toujours motivées. Et sur cet aspect-là, pour être motivé, il faut vraiment que les séances d'entraînement soient adaptées quoi, à ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Si on est énervé ou qu'on a mal dormi ou quoi, bah c'est pas la même séance d'entraînement que si on est super content que là on peut se dépenser plus ou quoi. Enfin c'est assez différent. Donc il y a un gros travail de R&D en fait à faire sur associer un peu cet aspect sport et aspect mental. Ok, donc en fait, on a une séance d'entraînement adaptée à notre humeur du jour, on va dire. Exactement. Pour résumer un peu le truc. Et justement, tu me dis que tu es dans l'incubateur de l'école polytechnique. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans l'incubateur en fait? Quelle aide il t'apporte en tout cas? Ils nous soutiennent sur pas mal de sujets, donc sur les sujets un peu liés à la gestion d'une entreprise, donc finance, communication, marketing, administration, tous ces trucs-là. Sur l'aspect technique aussi, t'as un peu d'aide surtout sur l'organisation et tu fais partie de l'écosystème de l'école polytechnique, donc c'est incroyable ce que ça te permet de faire. Mais vraiment le truc qui est vraiment qui est le plus important, qui nous a apporté le plus de choses, c'est vraiment le fait d'être associé à l'école polytechnique. Bah, c'est un tremplin, en fait. Quand on va voir un client, quand on va voir un investisseur, quand on va voir n'importe qui, bah, on est à Polytechnique. Donc, déjà, t'as juste à dire ça. Quand on est parti à des salons, on racontait tout ce qu'on faisait, tout ça. Enfin, c'était genre, il y avait plein de choses intéressantes. Limite, on disait ouais, on va aller sur Mars pour donner des cours de boxe aux Martiens et tout le monde s'en fout. Par contre, quand tu dis que t'es à l'école polytechnique, les gens s'arrêtent, te regardent, genre. Et du coup, sur cet aspect-là, forcément, c'est c'est autre chose, quoi. Bah, c'est sûr que l'école polytechnique, tout le monde connaît et puis ça donne un aspect un peu plus prestigieux. Donc c'est ça qui doit jouer surtout. Exactement. Donc le fait d'être associé à cette école-là, je le souhaite à tout le monde. Il te reste plus qu'à étudier la psychologie du pourquoi le prestige ça joue comme ça dans l'esprit des gens. Ouais, c'est un gros sujet. Si ça t'intéresse, on peut lancer une chaire de recherche sur cet aspect-là. Prestige et psychologie. Voilà, exactement. Et on va étudier Harvard, Polytechnique, Oxford, et comprendre ouais, c'est quel type d'organes qui s'activent, quel type d'hormones, je sais pas, de cellules qui s'activent dans le cerveau des gens pour faire que ça, ça soit aussi intense, quoi. Donc et sinon pour parler plus sérieusement, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble par exemple une de tes journées?
Franchement, si un jour je suis capable de décrire ce à quoi ressemble une de mes journées, c'est que je suis pas heureux et que faut que je change. Justement, ce qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est que chaque journée est différente en fait. Donc une semaine, ouais, déjà une semaine, ma semaine est un peu plus structurée. C'est que souvent j'ai 3 jours où je vais être à Polytechnique. Ensuite le jeudi, je vais être chez moi à travailler sur l'aspect technique. Moi, je suis le CTO de la startup et donc je travaille sur l'aspect technique du produit, tout ça. J'essaye de partager mon temps entre 50% de technique et 50% de faire tout ce qui est lié à la gestion d'une entreprise, quoi. Des entretiens d'embauche, discuter avec des clients, de l'aspect financier, de la modélisation financière, je sais pas quoi, enfin des trucs un peu que je suis content de faire parce que j'apprends pas mal de choses, donc ça me plaît. Et donc après, de l'autre côté, bah, développement d'applications, du hardware, tout ça. Et donc le jeudi, je fais ça depuis chez moi. Le vendredi, je donne des cours en école d'ingénieur, donc de Python et d'algorithmique. Donc je suis à l'école toute la journée. Et samedi, dimanche, je travaille sur la revue IA, sur de la création de contenu, je fais des vidéos, je fais des trucs que j'aime un peu plus, quoi. Bon, ça va, t'as une semaine bien remplie, on va dire. Et assez variée. Mais justement, comme tu dis, la gestion d'entreprise, on va dire, enfin, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément, on va dire, quand on fait de la data science. Quelles sont les compétences qui ont été le plus utiles, justement, quand tu t'es lancé dans ton entreprise, ou qu'est-ce que tu as dû apprendre? Ouais, alors en fait, ce qui est bien, c'est que, t'as vu, typiquement la prépa, on a l'impression qu'on apprend que l'aspect technique, mais en prépa, en fait, on a une capacité de travail qui est assez grande, et donc ça nous aide en fait. Ça, c'est qu'on est capable de se mettre dans une ambiance de travail pendant un certain temps et d'être très productif. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et honnêtement, s'il y avait une compétence qui devrait être enseignée à l'école et qu'on n'enseigne pas, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le fait d'avoir une grosse learning curve. Donc être capable d'apprendre rapidement. Et ça, c'est le truc qui aide dans n'importe quel sujet. C'est que dès que tu as un nouvel outil qui sort ou quoi et que tu as besoin d'apprendre, bah, si tu es capable de l'apprendre en 3 4 jours, bah, c'est super. Et ça va vraiment aider, en fait. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, que tu fasses du sport, que tu fasses de la tech, du business, enfin, je sais pas, de l'art, tout ce que tu veux. Si tu as une bonne learning curve, bah, tu réussis. Parce que dès que tu as un nouveau sujet, tu es capable de le maîtriser assez rapidement et forcément. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille pas mal. Je pense que j'arrive bien à m'améliorer, quoi. J'arrive à très vite prendre en main les outils et les apprendre rapidement. Et ça, c'est le plus important parce que un data scientist aujourd'hui, il va plus faire la même chose dans 10 ans. Le métier va se réinventer, tout ça. Et donc forcément, il y a des nouveaux outils qui vont arriver, des nouveaux process, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et l'idée, c'est que si tu es capable d'apprendre vite et t'adapter vite, bah, quel que soit le changement qu'il va y avoir, tu seras capable de changer quoi, rapidement. Mais c'est vrai que la capacité d'apprendre, c'est vraiment quelque chose d'important. J'en avais déjà discuté dans un précédent épisode, donc avec un invité qui avait dit que la capacité d'apprendre, c'était ce qu'il trouvait qu'il y avait le plus important à apprendre à l'école. Et c'est vrai que on apprend des choses techniques à l'école, je dis pas que c'est inutile, parce que c'est vrai que ça va nous servir, même ce qu'on apprend, on va dire techniquement ou pas techniquement, c'est vrai que ça nous sert. Mais je dirais que quand on sort d'études, on sait pas forcément grand-chose au final. On sait faire des choses, mais pas tant que ça au final. Donc en fait, on va être obligé de savoir apprendre en fait. Du coup, je pense que tout au long de notre carrière, on est obligé d'apprendre des choses plus ou moins variées, plus ou moins techniques. Après, c'est vrai qu'en data, c'est encore plus frappant parce que comme c'est un domaine qui évolue très vite, il faut être capable d'apprendre les nouvelles choses qui vont sortir, d'être au courant de ce qui se fait, de ce qui évolue, parce que sinon, on est tout de suite, on va dire, je sais pas comment dire, pas plus à la page, mais Tout de suite submergé quoi, par la quantité d'informations et de nouveaux outils. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que la capacité d'apprendre, ça va aider sur le métier de la personne, sur l'aspect technique, pour se développer, tout ça.
Mais même dans la vie, en fait, c'est super intéressant parce qu'une fois que tu as une grosse capacité d'apprendre, bah, tu vas être capable d'apprendre des choses dans des, je sais pas, tu regardes une série, tu apprends un nouveau truc. Enfin, c'est que t'es toujours dans un mode apprentissage. Et quand tu es dans le mode apprentissage, quel que soit le truc que tu seras en train de faire, bah, tu seras en train d'engranger de l'information et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, Moi, j'avais lu un livre sur le sujet, en fait. C'était, il s'appelait Mindset. En fait, c'était entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Et en fait, en gros, les gens qui ont l'état d'esprit si fixe, en fait, ils croient que tout, en fait, en gros, c'est un peu gros quand tu crois que tu peux pas changer, en fait. Alors que état d'esprit de développement, c'est que tu dis que, en fait, c'est pas grave, peut-être que tu sais pas, mais qu'en fait, tu peux apprendre. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens, on va dire, pas forcément sur plein de sujets différents, mais qui vont se dire qu'en fait, c'est pas fait pour eux, qu'ils peuvent pas, qu'ils sont trop vieux. Alors qu'en vrai, peut-être ça prendra un peu plus de temps, ça c'est possible, on va dire. Plus t'es âgé, peut-être plus tu mets de temps à apprendre, mais c'est pas non plus impossible en soi. Tu peux toujours apprendre des nouvelles choses. Enfin, si t'as vraiment envie d'apprendre quelque chose, je dirais qu'il faut pas se former. Enfin, il faut pas juste se dire ah c'est trop tard ou c'est pas possible. En vrai, on est rarement fait pour quelque chose. Juste, on a l'envie d'apprendre quelque chose et on peut se lancer en fait. Donc ça, je trouve, c'est quelque chose de vraiment important. ouais, exactement. Je suis vraiment d'accord avec. Faut que je lise ce livre alors. Mindset, très bon livre. Merci pour le conseil. Et sinon, est-ce que, on va dire, t'as rencontré, enfin, j'imagine que t'as rencontré des difficultés. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée entre lançant? Donc en me lançant sur le projet de startup, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, bah forcément, ouais, c'est plus une difficulté, c'est tous les jours des difficultés quoi. Le premier truc que j'ai fait quand je me suis lancé dans la startup, c'est que j'ai tapé sur Google comment créer une startup, vraiment, genre littéralement, parce que je savais pas du tout. Enfin, j'avais fait des trucs en freelance tout ça, mais sur l'aspect administratif tout ça, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire, comme par où fallait commencer tout ça. Et en fait, le truc, c'est que quand on suit des gens, par exemple sur LinkedIn ou quoi, surtout LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est le réseau social où tu dois montrer à tout le monde que tu es le meilleur, que tu sais tout faire, que tu es parfait sur tout, que, enfin, voilà, quoi, que ton approche est la meilleure. Et du coup, tu as l'impression que c'est super facile. Tu te dis, ouais, c'est bon, lui, il a créé une entreprise, il a fait ça, 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 ouais, enfin, c'est bon, c'est facile, moi aussi, je peux le faire. Après, t'entends qu'il a levé 20 millions, tu te dis, ouais, voilà, moi aussi, je vais lancer mon entreprise. Au bout de 3 4 semaines, je vais lever 20 millions. Et le truc, c'est que les entreprises, souvent, bah, elles vont te montrer que la partie, enfin, une fois qu'elles ont réussi, quoi, ce qui s'est bien déroulé. Et donc, quand tu te lances toi-même, bah, c'est comme l'IA, en fait. Tu t'es fait tout un univers, tout ça, et quand tu commences à apprendre l'IA, bah, tu te dis que finalement, bon, c'est pas si, c'est pas si intéressant que ça. Mais je pense que le truc le plus dur, c'est que moi, j'ai eu mon diplôme en 2021 et je me suis lancé en janvier 2022. Et le truc, c'est que la, toutes les personnes avec qui j'étais à l'ISUP, bah là, ils sont tous en entreprise, tous ingénieurs de leur entreprise, ils touchent des 40K, 45K, même plus pour certains. Et moi, je suis en mode, enfin voilà, quoi, limite au chômage, quoi, parce que c'est un gros sacrifice en soi, parce que t'as pas, le plus difficile, c'est l'aspect émotionnel. C'est que des fois, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Du coup, je vais sur Indeed et je commence à taper Data Scientist CDI, parce que c'est le plus difficile, c'est l'aspect social, quoi, l'aspect garder la motivation et être sûr de soi, savoir que c'est ça qu'on veut faire et pas autre chose. Parce qu'en soi, c'est pas naturel, en fait. C'est pas, peut-être que c'était naturel avant, mais aujourd'hui, c'est pas naturel de lancer son entreprise à la fin de ses études comme ça. Enfin, mais bon. Pour l'instant, je suis content, donc, je vais continuer comme ça. Après, si ça se passe mal, bah, tant pis, j'aurais appris beaucoup de choses et voilà. C'est ce que je me dis. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément facile de lancer une start-up. En fait, c'est vrai que ce qu'on voit, enfin ce qu'on peut lire, on a l'impression que tout est fluide, tout est beau, tout est rose, tout va toujours bien. Mais en fait, quand on voit un peu, je dirais, la face cachée, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et que c'est pas si facile parce que moi j'ai fait mon stage dans une start-up et on était dans un incubateur start-up pour start-up en fait, un peu comme celui de l'école politique technique, je pense. Alors en fait, on se rend compte que en fait, c'est vrai que on nous vend un peu un rêve et tout de liberté, de que ça va être, je dirais,
enfin, c'est ce qui est vendu, de liberté, de créer. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est difficile, en fait, parce que déjà, la paperasse, elle est pas forcément sympathique à faire, mais qu'il y a plein de choses que développer un produit, arriver à faire que ça marche, ben, c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on pense. Arriver à ce que ça marche techniquement et que les gens soient intéressés aussi par le produit. Parce que si ça marche techniquement mais que tout le monde s'en fout, bah ça sert à rien. T'as qu'à recommencer de zéro. Et t'as l'impression que tous les jours, en fait, tu dois convaincre tout le monde. Tous les jours, tu dois pitcher ton projet à tout le monde. Même, je sais pas, enfin, ça devient, c'est fatigant au bout d'un moment, parce que même tu vas voir un avocat ou quoi, t'es pas capable de le payer, surtout au début. Enfin, tu vas le payer, mais pas ce qu'il facture habituellement. Et donc, tu es obligé de le convaincre. C'est limite un investisseur. Tu lui dis, ouais, voilà, le projet, il est comme ça, mais tu vois, quand on va réussir, tu seras notre avocat de référence, je sais pas quoi. Et à chaque fois, tu te retrouves à essayer de convaincre tout le monde. C'est bien en soi, mais c'est un peu fatigant au début. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, enfin, les décisions que tu prends, bah, c'est des décisions ça peut être la fin de ton entreprise à chaque fois, quoi. Et ça, c'est pas facile, c'est parce que c'est assez incertain, même financièrement, c'est pas forcément, on va dire, la solution la plus stable du monde. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand tu parles de toutes les personnes casées, je me rends un peu, parce que c'est vrai que quand tu vois les gens qui ont un emploi stable, que enfin, pas que c'est plus facile, mais que d'un côté, ils ont une certaine sécurité que t'as pas forcément en start-up. C'est vrai que d'un certain côté, tu peux un peu les envier. C'est vrai que c'est un peu toujours la question, est-ce qu'il faut prendre la voie classique ou la voie la moins classique? Moi, j'appelle ça la différence entre l'autoroute et les chemins, on va dire, sinueux et semés d'embûches. Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Est-ce qu'il faut choisir la voie toute tracée? Ou est-ce qu'il faut s'aventurer sur d'autres aventures, avec moins de sécurité ou pas? C'est toujours un peu la question, et je trouve que c'est pas forcément facile d'y répondre. C'est vrai, quand on voit les gens autour de nous, enfin, prendre certains chemins, on va dire, enfin, le chemin classique, on se dit, est-ce qu'il faut le suivre? Ou est-ce qu'il faut partir sur autre chose? C'est pour ça que je pense que c'est pas facile de créer start-up comme ça au sortir des études, parce que c'est vrai qu'on voit tous les gens qui font la voie tracée, on se dit, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je pense que c'est un peu toujours la question, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le plus important, le seul truc qui compte au final, c'est d'être sûr d'être heureux dans ce qu'on fait, quoi. Ça fait un peu cliché, mais c'est vraiment ça. C'est que quel que soit le truc que tu as choisi, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui vont essayer de convaincre tout le monde de devenir entrepreneur, tout ça, mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, si la personne est heureuse dans ce qu'elle fait, bah, voilà, je sais pas, c'est bon. Enfin, fais ce qui te rend heureux, quoi. Après, forcément, parfois les gens vont un peu se brider parce que à cause de la peur ou quoi. Ça, c'est un truc à éviter. Mais bon, c'est, on va pas toujours. Ça se transforme un peu en podcast psychologie. Mais le truc, c'est que c'est pas tout le monde qui sera heureux en tant qu'entrepreneur, quoi. Comme tout le monde ne sera pas heureux en tant qu'employé, comme tout le monde ne sera pas heureux en tant que freelance. Après, faut déjà arriver à trouver qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui est important pour nous, et ça, c'est pas forcément facile. Des fois, je me dis que si on arrive à se projeter dans quelque chose et qu'on n'a pas forcément peur, alors que c'est peut-être que c'est la bonne chose, parce que si en se projetant, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous angoisse, ou bah, je pense que s'il y a une certaine part qu'on n'est pas complètement sûr, peut-être aussi. Je sais pas. Alors, je sais pas. Je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que la peur, en fait, après, je sais pas, peut-être c'est lié à mon parcours personnel, mais la peur, c'est qu'en fait, quel que soit le truc nouveau que tu vas faire, tu vas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais peur, tu vois, mais en fait, au final, quand tu commences à t'habituer, tout ça, et bah, au final, t'aimes bien, tu vois. Mais donc, moi, je conseillerais pas à quelqu'un de ne pas faire quelque chose parce qu'il est angoissé ou parce qu'il a peur ou quoi. Moi, je dirais pas en fait, c'est pas ce genre de peur que je parlais. C'est pas genre la peur, on va dire, de pas y arriver. En fait, d'ailleurs, j'avais fait un petit exercice. C'était en gros, pour plus avoir peur de se lancer, c'était un peu imaginer le pire qui peut vous arriver. Et en fait, des fois, quand tu imagines le pire, en fait, c'est quand t'es très angoissé. Des fois, tu imagines le pire qui peut t'arriver. Et en fait, au final, tu te rends compte qu'au final, le pire qui te peut arriver, ben, c'est pas vraiment un drame, en fait. Mais peur, c'est pas ça que je disais par peur, mais en fait, je dirais plus quelque chose qui résonne pas en toi, en fait. Si ton futur, en gros, si t'imagines ton futur comme ça et que ça résonne pas vraiment en toi, c'est que c'est peut-être pas vraiment ce que tu veux. C'est plus ça que je voulais dire. Ok, ouais, c'est intéressant. J'ai peut-être pas le même avis sur le sujet, mais Non, mais après, en soi, enfin, la constante de base pour tout le monde, c'est que de toute façon, il faut expérimenter, il faut faire plusieurs choses et voir ce qui nous intéresse le plus.
Moi, j'ai un ami qui était vraiment un génie en maths et en physique et qui a intégré l'ENS parmi les premiers, tu vois, l'ENS Paris. Et donc, il était voué à faire une carrière de chercheur en mathématiques ou en physique ou quoi. Et en fait, il a tout arrêté et il est parti je crois que c'était l'île de la Réunion pour faire guide de montagne. Et il a jamais été plus heureux qu'aujourd'hui. Donc en soi, enfin, on sait pas où tu vas être le plus heureux, quoi. Mais je trouve ça justement, c'est le genre de situation le plus difficile. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu le genre de situation où t'as une voie un peu toute tracée, où t'es super fort et où en plus tout le monde te dit que tu dois continuer là-dedans parce qu'en vrai t'es vraiment fait pour ça. Mais en fait, des fois, c'est genre pas ce que tu veux. Et c'est très dur, je trouve, de changer à ce point-là. Alors qu'en fait, peut-être que pour toi, ça va être la meilleure décision de ta vie. Mais c'est difficile parce qu'en fait, tout le monde te pousse un peu sur une voie qui est pas forcément la voie que tu veux suivre, en fait. Juste parce que t'es doué, en fait. Et ça, je trouve, c'est le plus dur et le plus courageux pour moi. Gens vraiment qui arrivent à sortir de cette voie, je trouve que franchement c'est courageux parce que c'est pas du tout facile quand tout le monde autour de toi te dit vraiment fais ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Faut être droit dans ses bottes et sûr de ce qu'on veut faire, quoi. Voilà, c'est sûr. Et sinon pour finir sur une note un peu plus positive, si tu devais donner un conseil, on va dire à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Pas du tout. L'essentiel, c'est d'être heureux de ce qu'on fait, mais moi-même, enfin, j'ai pas la prétention d'être capable de donner des conseils à quelqu'un sur ces sujets-là. Donc, honnêtement, je vais même pas essayer. Bonne question en fait. Ouais, très bonne question. Moi-même, j'ai besoin de conseils. Donc si vous avez des conseils sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à lui donner, à en envoyer à Ilyes. Avec plaisir. Et pour finir, je vais te poser donc la question du podcast qui est quel est ton premier souvenir mathématique? Ouais, alors enfin, au montage, on va avoir l'impression que je vais répondre de manière spontanée, mais j'y ai réfléchi avant. Mon meilleur souvenir mathématique, c'était quand j'étais en terminale et que j'ai découvert les 7 problèmes du millénaire. Donc, c'est des problèmes que si tu les résous, tu gagnes 1 million d'euros. C'est l'Institut Clay aux États-Unis qui a rédigé les problèmes et qui finance ce challenge, quoi. Et j'ai commencé à regarder les problèmes et, et je me disais que ça m'avait surpris en fait qu'on pouvait devenir millionnaire en faisant des maths. Pour moi, les maths c'était un truc genre de passionné, quoi. Et tu deviendrais jamais riche en faisant des maths. Et je me disais ok, je vais prendre un problème, je vais essayer de le résoudre. J'ai essayé les 7, j'ai rien compris. Il y en a qui sont frustrants parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 2 que tout le monde peut comprendre parce qu'ils sont faciles. En fait, c'est du texte et ça utilise des techniques mathématiques assez simples à comprendre, mais qui sont impossibles à résoudre. Enfin, pas pour un mec en terminale S, quoi. Et donc, c'était mon souvenir, c'est ça. Du coup, à retenir, si on veut devenir riche, faisons des mathématiques. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon mot pour la fin. Et ben en tout cas, merci beaucoup Ilyes pour cette interview. Merci Lorraine, merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Ilyes vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. À très vite sur Parcours Mathématiques.